Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6 que vous allez le remarquer très rapidement, on enregistre en ce mardi 30 mai 2023. Gab est responsable des deux sujets. On vous fait, spoiler, là, deux places au débat aujourd'hui. Que vous allez voir, Gab les a annoncés hier et ça m'a tellement mis à terre que j'ai fait une power nap qui m'a amené à ne jamais me réveiller avant le lendemain matin presque. Donc je suis un peu sous la météo. Est-ce que c'était par la faute de nos sujets? Possiblement, vous allez comprendre là, assez rapidement. Là. Donc des sujets un peu géopolitiques, un peu même un qui m'épate là, en deuxième partie. Les personnes qui connaissent Gab depuis le début on trouvait ça assez fascinant de voir que Gab veut qu'on parle de ce sujet. Je mets la table de manière assez imposante pour les deux sujets d'aujourd'hui. Mais oui, donc désolé, désolé de l'enregistrement, là, une journée en retard. J'étais effectivement pas du tout en point de faire le podcast hier soir. Donc merci Gab d'ailleurs pour la flexibilité pour qu'on le fasse Ah, ce ça fait soir. plaisir, t'inquiète. Et pour entamer toute chose, même si aujourd'hui on ne va pas parler à proprement de finances de marché, le disclaimer reste pertinent parce qu'on va être un peu dans l'opinion. C'est des sujets également qui peuvent amener des tensions, on l'a mentionné, autant géopolitique, autant dans le volet environnemental. Là, je continue mes spoilers, donc je pense que c'est important, Gab, que tu partages un disclaimer plus axé sur le fait que bon, nos opinions sont personnelles, je crois, là, et qu'on n'a bien évidemment pas de parti pris forcément sur le sujet. On va essayer de les faire les deux de la manière la plus, euh, la plus neutre, si on peut dire possible. Ouais, bah je pense qu'en fait t'as déjà pas mal donné le spoiler, évidemment. Ça, le but c'est de rester évidemment courtois dans le débat. Puis j'espère en tout cas que les sujets vont quand même vous intéresser. Vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas l'actualité a été un peu moins intéressante cette semaine, donc je me suis dit pourquoi ne pas revenir vers des sujets, vous le savez, j'ai de l'appétit pour la géopolitique, histoire, économie, machin. Donc des fois, bah, ça sort de mon chapeau, puis de voir qu'est-ce qui est intéressant dans l'actualité, mais qui a un lien, on va dire, avec ce qui se passe dans le monde. Alors je trouvais ça intéressant en tout cas. Vous direz ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Puis comme tu l'as bien dit, effectivement, c'est des sujets qui sont quand même relativement controversés. Donc évidemment, le but c'est de rester courtois dans les commentaires. Donc on va vous faire un spoiler là, mais si vous défendez un camp ou l'autre, surtout dans le premier sujet, ça sert à rien de le faire dans les commentaires. Dans tous les cas, je les supprimerai si c'est le cas, etc. Puis dans le deuxième, eh ben, c'est de rester courtois et puis respectueux. Mais n'hésitez pas aussi à partager vos idées si elles sont constructives. C'est clair que c'est toujours pertinent. Puis je pense que JP, je sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait lancer d'ores et déjà le premier segment. Absolument. Donc, on peut commencer avec le premier place au débat. Parfait. Donc ça brasse un peu au Kosovo. Là. Comme je dis, j'ai un peu ri dans ma barbe lorsque Gab m'a sorti ce sujet-là. Donc, le Kosovo, zone de tension géopolitique. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup présentement et, euh, et la relation entre le Kosovo et la Serbie là, continue à aller un peu de mal en pis présentement. Il y a quand même beaucoup là, Bon, il y a toujours une opposition là, qui existe depuis l'indépendance entre guillemets, non officielle, si on peut dire. Je crois que c'est depuis 2013. Si je ne me trompe pas, là, qu'il y a eu un accord entre Pristina, qui est la principale ville au niveau du Kosovo, ainsi que Belgrade au niveau de la Serbie. Mais on se retrouve encore maintenant là, avec des enjeux politiques, même présentement des enjeux plus militaires. Là. Donc, il y a eu tout récemment là, dans le nord du Kosovo certaines élections pour des mairies là, qui ont été boycottées par les majorités serbes qui sont présentes là, dans ce genre dans ces villes-là. Et malgré le faible taux de participation, là, qui était, je pense, rendu 3, 4, 5% à peu près pour la majorité des élections de mairie, c'est des maires albanais là, et donc plus axés vers le Kosovo qui ont été élus. Et malgré bon, le fait que les Serbes majoritaires ont, comme je l'ai mentionné, le boycotté dans ces quatre villes-là, les élections, ça reste que bon, le fait que le Kosovo, la police kosovare et compagnie, les maires albanais ont été mis au pouvoir. Mais ça a commencé à mettre justement là, un peu le feu aux poudres. Là. Et on se retrouve présentement là, avec des confrontations. Je pense qu'il y avait justement là, des opposants, des manifestants
serbes qui s'étaient présentés devant les mairies là, dans le but de s'opposer justement à l'entrée au pouvoir des maires albanais. Ils ont décidé de même forcer les mairies. Il y a eu donc des confrontations entre la police kosovare et les militants là, serbes. Il a fallu que la coalition là, liée à l'OTAN, là, il y a des militaires indépendants entre les deux parties qui ont tenté de séparer tout le monde malgré les événements qui se produisaient. Par contre, ça n'a pas bien tourné, là. Il y a eu, je pense, une trentaine de militaires justement là, liés à l'OTAN qui ont été blessés dans tout ça par différents trucs, là. Il y avait, bon, c'était des projectiles, des cocktails Molotov. C'est sûr que ça n'aide pas nécessairement à avoir un malin plaisir dans une intervention armée là, ou pour du moins désamorcer un conflit. Donc on se retrouve un peu dans cette situation-là. Donc toujours la même logique, le Serbie-Kosovo, ça ne va pas super bien. L'indépendance autoproclamée du Kosovo, c'était 2008 en fait, là. 2013 les accords. Mais on remarque, et plusieurs personnes le mentionnent, puis c'est là où la prise de position est peut-être un peu particulière, parce que c'est sûr on parle quand même d'un contexte où, tout comme plusieurs conflits qui existent entre deux, sans attaquer les deux pays, là, mais où les deux groupes, ça reste que le Kosovo et la Serbie ne sont pas des énormes joueurs sur l'échiquier mondial, mais c'est sûr qu'ils se trament quand même une espèce de petite relation où les États-Unis sont quand même très proches du Kosovo à un certain degré, alors que la Russie, elle, est un petit peu plus proche de la Serbie, donc c'est encore un peu la même logique là, que la guerre froide qui se reproduit, là. Donc, c'est de voir jusqu'à quel point est-ce que l'élastique peut être étiré avant qu'il y ait réellement un conflit en sol européen à proprement parler entre justement deux pays liés à une zone géographique qui est tout petite que justement le nord du Kosovo, là. On se retrouve un peu avec cette même logique-là. Euh, les prises de position, et ça je l'ai dit un petit peu là-dessus avant, puis je sais que Gab, tu vas peut-être pouvoir ajouter là-dessus, là. Ça reste que je veux pas faire mon Novak Djokovic à Roland Garros, là, que lui-même est sorti publiquement là, avec une prise de position, bien évidemment en faveur de la Serbie, étant donné qu'il est serbe, là. Mais on remarque quand même là, le fait que le Kosovo n'a pas nécessairement respecté les accords qui ont été mis en place depuis 2013, continue d'essayer d'asseoir son pouvoir sur justement la région au nord du Kosovo, et agit un peu en connaissance des risques de friction qui peuvent se produire. Donc, c'est sûr que de poser des actions qui peuvent justement le faire exploser la situation pour après ça essayer de renégocier des accords d'avoir un peu plus de diplomatie avec Belgrade, je pense que c'est peut-être là où on a certains problèmes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et c'est sûr que dans toute logique, et c'est un petit peu ça qui est en Ukraine également, lorsqu'il y a des zones géographiques qui sont très proches d'une frontière comme le Kosovo du Nord et la Serbie, et qu'il y a une majorité quand même assez importante de personnes qui sont outre-nationales, entre guillemets, de Serbes dans ce cas-ci, qui sont appuyés par Belgrade également, c'est sûr que ça n'aide pas la cause. Donc, on a une situation qui s'est envenimée tout récemment. On s'entend que je crois personnellement que c'était une cause uniquement pour lancer, d'une certaine manière, un conflit. Là, une mairie dans 4 villes avec 3,5% de participation à peu près ne devrait pas amener à ce que soudainement il y ait un renforcement des forces pacifiques de l'ONU et des blessures quand même assez marquées à certains militaires et tout. Là, je pense que je veux dire, ça explose juste parce qu'il y avait une friction qui devait arriver à un moment donné. Voyons voir jusqu'où ça peut aller, mais clairement que la situation, on n'en entend pas beaucoup parler de par, je l'ai dit, le rôle global de ces deux pays-là ou de ces deux entités-là, les deux parties prenantes-là, dans le monde plus globalement et même dans l'Union européenne. Mais tu sais, c'est sûr que là, c'est un peu les belles paroles. Autant les États-Unis, autant la Russie, autant l'Union européenne plus globalement vont mentionner de désamorcer dès maintenant, sans aucune condition en fait. Mais clairement qu'il va devoir y avoir des discussions un peu plus poussées si on veut que les choses se calment. Mais clairement, là, les derniers jours, même aujourd'hui, dans ce mardi 30 mai, là, ça brasse encore pas mal de ce côté-là. Donc, je pense que c'est des tensions qui existent depuis déjà plus de 20 ans, je crois, là. Donc, on est même avant l'indépendance autoproclamée du Kosovo, là. Donc, clairement qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et ce n'est pas une situation qui est anodine. C'est pas une situation non plus qui est unique en termes de relations minorité-majorité, surtout là, lorsqu'on parle d'un pays qui est autoproclamé indépendant, là. Ouais, et puis c'est surtout que, comme vous l'avez compris, en fait, d'ailleurs, merci JP, je trouve que c'était très pertinent ce que tu as apporté, là. T'as bien résumé, je trouve, dans l'ensemble, un peu en fait, les tensions qu'il y a, en fait, dans la région des Balkans. Mais il faut comprendre que vous l'avez bien compris via son discours, bah, que c'est un espèce de millefeuille, hein. On parle d'un mouchoir de poche, la région du nord du Kosovo. Déjà, le Kosovo est un tout petit État, hein. C'est grand comme, à mon souvenir, c'est comme grand comme la région PACA, pour te dire en comparaison, donc Provençal Côte d'Azur, là, pour toi, JP, là, donc
C'est de Marseille à Nice au niveau de Ouais, la non, effectivement, je largeur. pensais que tu avais arrêté un peu trop tôt avant de dire le mot PACAN, donc ça me rassure. C'est ça, donc doigt de pécan pour la traduction des gens qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc vraiment, c'est minuscule, hein. On parle d'un tout petit État, etc., qui, comme tu l'as dit, n'a pas un statut de membre de l'ONU. C'est pas un État reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. En réalité, par seulement, à mon souvenir, je crois, 102 ou 103 pays membres de l'ONU sur 182, si je me trompe pas. Donc, c'est quand même pas énorme, hein. La reconnaissance du Kosovo n'est pas encore quelque chose de fait, marqué dans le béton. Je vais ressortir, tu vois, en direct comment dire, l'article Wikipédia. Pardon, 101 sur 193 États membres de l'ONU. Donc en réalité, 52,3% des États le reconnaissent. Mais dans les faits, effectivement, cette reconnaissance partielle pose énormément de problèmes. Évidemment, pour le Kosovo, ça reste effectivement, comme tu l'as dit, un État qui est vraiment en marge, évidemment, de l'intégration économique avec le reste de l'Europe, alors que la Serbie reste quand même un acteur quand même de deuxième plan d'un point de vue européen, puisqu'ils ont quand même des relations quand même assez proches avec les États à côté, donc comme la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, qui est un pays que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de visiter, qui est un État magnifique, hein, en passant. Si vous avez l'opportunité, je vous recommande très fortement d'y aller. Et c'est vrai que cette situation elle découle évidemment de la fin des années 90 avec les guerres de Yougoslavie, puisque vous le savez, avant les années 90, la Yougoslavie était un État communiste, en fait, dirigé par le maréchal Tito. Et les choses ont commencé à s'envenimer à la fin, la chute du communisme dans le bloc de l'Est, puisque tous ces États-là, en fait, qui étaient des républiques qui étaient des républiques socialistes, ont commencé à vouloir se séparer, un peu comme avec l'URSS, même scénario. Sauf que la seule différence, c'est qu'effectivement, tu avais les tensions ethniques qui se posaient. Puisque les frontières, en fait, comme vous l'avez bien compris, n'étaient pas exactement étaient tracées, ça changeait pas grand-chose, puisque dans tous les cas, tu avais un dictateur, évidemment, qui était à la tête de ces États-là. Quand les choses ont commencé à s'éclater, c'est là où, effectivement, chacun voulait que son bout de terrain, évidemment, appartienne au pays dans lequel on était proche, évidemment, et ethniquement. Donc, les Kosovars sont un peuple, comme tu l'as dit, qui est proche des Albanais. En fait, 90% de la population du Kosovo, qui était une république semi-indépendante au sein même de la Serbie avant l'indépendance, eh bien, 90% sont albanais, donc sont musulmans, et le reste, à peu près 9% sont des Serbes, et les Serbes sont orthodoxes, donc sont orthodoxes de l'Est, là, donc sont plus proches effectivement de la Serbie. Donc, évidemment, les Serbes évidemment du Kosovo voudraient idéalement rejoindre la mère patrie, voudraient rejoindre Belgrade, alors que la majorité des Kosovars veulent effectivement devenir un État indépendant en dehors de Belgrade et avoir Pristina, comme tu l'as mentionné, comme capitale. Et comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui comme sujet, c'est qu'effectivement, tu as une rivalité qui est au-delà de ce micro-conflit régional. Alors pour le moment, on ne parle pas de guerre, mais on commence de plus en plus à s'approcher évidemment de l'état de guerre. D'ailleurs, il y a eu des petites escarmouches, à mon souvenir, l'année passée, à la frontière en fait entre les deux États qui se sont faits. Puisque en fait la Serbie officiellement reconnaît le Kosovo comme faisant partie de son État. Donc, d'ailleurs, les Kosovars peuvent appliquer pour un passeport serbe d'ailleurs, pour aller d'ailleurs dans des pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo comme un État indépendant. Dans les autres pays, ils utilisent un passeport kosovar qui est pour le coup pas très utile parce qu'il est reconnu pas partout. Donc il y a eu des petites escarmouches qui ont eu lieu, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que bon, la Russie, évidemment, en ce moment, est dans une position géopolitique compliquée en Europe, puisqu'elle est unanimement détestée. Le seul État où il y a une certaine proximité culturelle, historique, c'est la Serbie, en fait, puisque Belgrade est un des rares pays, d'ailleurs, qui a gardé d'excellentes relations avec Moscou, même après la chute à la fin des années 90. Ils ont gardé d'excellentes relations avec plutôt une proximité culturels, comme tu l'as dit, des échanges commerciaux et diplomatiques, etc. Et le fait aussi que Belgrade, rappelons-le, a été opposé durant la guerre du Kosovo à l'OTAN. En fait, se sont mangés des bombes américaines. Donc, il y a eu une espèce de rivalité d'un point de vue militaire qui s'est créée. Bon, depuis les dernières années, c'est vrai que les changes ont un peu changé. Le Kosovo, la Serbie, a commencé à se rapprocher avec l'Union européenne. D'ailleurs, elle est candidate à rentrer dans l'Union européenne. Mais effectivement, cette candidature est quasiment bloquée à cause de la question kosovare,
qui pose problème. Et c'est d'ailleurs un des derniers conflits aujourd'hui qui est gelé en Europe, hein, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de tensions là-dessus. Il y en a encore en Bosnie aussi. C'est une autre région où il y a eu énormément de tensions dans la fin des années 90, début 2000. Et aujourd'hui, on est dans une situation, effectivement, Washington, eux, évidemment, vont défendre Pristina corps et âme parce que c'est quand même l'allié historique. C'est un allié de l'OTAN, etc., même s'il n'est pas membre de l'OTAN. Et il y a quand même une rivalité qui se crée. Et on dit, bon, Moscou pourrait avoir un intérêt, effectivement, à mettre un espèce de micro-État satellite, évidemment, à côté, à proximité, évidemment, de l'Europe, évidemment, pour, encore une fois, menacer indirectement ou directement le reste de l'Europe. Et de l'autre côté, bon, il faut comprendre aussi les intérêts de Belgrade, hein, qui est de dire, bon, ça fait partie de notre État. Dans le droit international, le Kosovo n'est pas un État indépendant. Et selon l'ONU, ce n'est pas un État membre de l'ONU. Donc, euh, en théorie, en fait, effectivement, il ne bénéficie pas, effectivement, du statut de membre. Et donc, du coup, le droit international reconnaît, évidemment, le Kosovo comme étant membre, évidemment, faisant partie de la Serbie. Donc, quelque part, ils ont raison sur ce point-là, mais en même temps, le droit à la détermination des peuples, qui est souvent le droit qui est donc ce qu'on appelle les critères de Wilson, si je ne me trompe pas, était dit qu'effectivement, normalement, les peuples ont le droit de choisir d'être indépendants ou faire partie de telle ou telle nation. Mais dans les faits, tout le monde s'en fout. Là, c'est un peu la leçon. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de regarder cette tension régionale, effectivement, comme à plus grande échelle. Il faut avoir un scope, on va dire, plus macro sur ce qui se passe en ce moment. Exact. Tu sais, je pense, je vais pas reprendre un peu ma position, kumbaya, paix dans le monde, là, mais c'est toujours triste de voir que peu importe le type de conflit régional qui existe, même si là, on parle de, je pense, c'est 1,8 million de personnes au Kosovo, 120 000 Serbes, tu sais, on parle quand même de, tu sais, c'est même pas Montréal, là, donc, mais ça reste qu'il y a toujours le même axe qui est des grandes puissances mondiales et la Chine continue de tramer dans son coin leur truc, là, mais le même clash qui existe entre les Russes et les États-Unis se définit à peu près partout dans n'importe quel conflit qui se passe à l'extérieur de ces deux nations-là. Donc c'est sûr que c'est un peu ça qui est malheureux. C'est justement la définition de n'importe quel conflit qui pourrait éclater à n'importe quel moment. Va toujours être indirectement lié à cette guerre froide-là. J'ai pas nécessairement hâte de voir qu'est-ce qui se passe s'il y a cette même friction-là par intermédiaire là, entre la Chine et les États-Unis à un certain point, mais c'est sûr que c'est un constat qui est un peu pessimiste à mon avis, et c'est mon opinion, là. Tu sais, c'est sûr que on voit ça d'un œil très macro en tant que Canadien, allié des États-Unis. On ne fait que dire oui sur ce que les États-Unis vont dire et on embarque dans tout ce qui se passe au niveau de l'ONU. Sauf que notre position n'est pas très complexe, mais c'est sûr que quand on regarde le plus, tu sais, un peu plus micro, on réalise qu'il y a quand même beaucoup de côtés négatifs et tu sais, encore une fois, des conflits affectent des personnes. Tu sais, là, on en parle encore une fois, et c'est un peu ça. C'est un conflit régional, mais qui est en Europe, on en parle, alors que des conflits qui peuvent avoir lieu, par exemple, partout en Afrique, un peu dans d'autres pays où c'est des conflits régionaux en Asie, par exemple, vont être de moins grande échelle ou du moins discutés. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a un petit peu d'ironie dans tous ces conflits-là. Encore une fois, je vais faire mon avocat du diable en disant que c'est sûr qu'on en parle, on espère juste qu'il y ait une solution pacifique, mais des frictions entre le Kosovo et la Serbie, je ne pense pas qu'il y ait réellement de moment, du moins dans nos vies, là, où on va réellement se retrouver avec une paix complète. Peu importe les accords, peu importe le contenu, tu l'as dit, lorsqu'il y a à la fois un historique autant religieux, de clash religieux que euh, juste de nationalité, je pense que c'est très dur que ça se termine, et encore plus lorsque c'est envenimé par des puissances étrangères, comme je le mentionnais, tu l'as très bien dit, avec la Russie. La Russie va avoir intérêt à continuer à, tu sais, tu sais, garantir ou protéger ou encourager la montée en puissance de Belgrade ou de la Serbie justement dans l'Europe et même dans le clash par rapport au Kosovo, parce que c'est intéressant pour eux dans une logique de défense, dans une logique militaire, dans une logique d'intérêt stratégique. Euh, donc, c'est un peu triste de voir qu'il n'y a pas réellement de résolution facile à ce conflit-là. Oui, il peut y arrêter au moins d'avoir de la violence et des conflits armés, comme c'est le cas présentement pour l'histoire des mairies. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose en termes d'idéologie qui va changer de sitôt. Et c'est pas quelque chose qui va non plus, qu'on ne va pas reparler, par exemple, dans 20 ans, lorsqu'il va y avoir une autre explosion, des conflits qui ont été accumulés par des frictions continues. C'est un peu des plaques tectoniques, là, c'est littéralement ça. Et malheureusement, le point où ça explose, ben, c'est ailleurs qu'aux États-Unis et en Russie, mais c'est à peu près toujours la même chose qui se reproduit.
Donc je pense que c'est un autre bon exemple, mais mon côté pessimiste tend à croire que chose qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de personnes de blessées ni de décès, mais c'est pas quelque chose en termes de conflit qui est appelé à disparaître. Sachez-le, la paix est mieux que la guerre, hein. Ça, c'est quand Ça, même, c'est c'est ça, sûr. c'est important à noter, Mais mais ça reste quand même un c'est peu. c'est Tu ris, mais vrai, c'est quand même vrai. tu ris, mais c'est un peu ça. C'est envenimé par un contexte Mais de deux autres drapeaux. ce qui est intéressant au-delà, bon, évidemment, tu sais, de ce qu'on a dit précédemment, c'est que c'est à la différence, si tu veux, de ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, où il y a un proxy war, on va dire vraiment à échelle importante, puis qui implique directement l'une des superpuissances. Et ben là, c'est vraiment deux rivalités régionales, un peu comme la guerre de Corée, tu vois, où il y avait un peu le même principe. Bon, alors, ben, même s'il n'y avait pas le côté ethnique aussi qui pose problème dans la guerre du Kosovo, ou le conflit, ou la rivalité kosovare et serbe. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est aussi un espèce de, pareil, une micro-proxy war, un peu comme la guerre, par exemple, j'ai perdu, je crois, c'est de l'Angola, où c'était pareil, où tu avais une guerre civile, mais avec du funding des deux, pardon, j'ai pas le terme en français là, mais des deux grandes superpuissances en fait pour l'un des deux camps, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, si tu veux, dans cette perspective-là. Et je pense qu'il faut rappeler quand même que dans ce genre de conflit, bah, les seules solutions, moi, que je vois, et là, tu vois, là, je vais plus faire mon segment en place au débat, mon micro place au débat, mais euh, je trouve que pendant des années, on a beaucoup parlé effectivement de droit à détermination des peuples, mais dans les faits, ça n'a jamais été réellement appliqué. Donc, soit on se tient au principe que les frontières sont immuables, et rendu là, effectivement, on dit, bon, bah, le Kosovo est serbe, soit on y va directement avec la position inverse et de dire, bon, chacun des micro-peuples, y compris d'ailleurs les Kosovars serbes, ont le droit, effectivement, de rejoindre leur mère patrie, tu vois. Rendu là, ça devrait être le choix, en fait. Et je trouve incroyable en fait qu'on ait malheureusement fait créé un espèce de statut gelé en fait en ce moment pour une question qui aurait dû être résolue en fait d'ores et déjà durant les accords. Je ne me souviens plus de comment s'appelle la résolution de l'ONU. Je sais que c'est les accords c'est les accords pardon de Dayton pour la Bosnie là, mais je sais plus c'est comment celui pour le Kosovo là. Tu poses quand même une bonne question sur pourquoi est-ce que quelque chose de très important n'a pas été fait par l'ONU. Moi, j'appelle ça l'inefficience de l'ONU, là. Je Ben pense qu'on c'est, mais on je peut pas pense que trop c'est un passer, beau. on peut pas trop passer à côté. Je veux dire, on a clairement un problème qui est important. Tu l'as dit, c'est un excellent point qui aurait dû être couvert depuis très longtemps et c'est la réplique avec les frontières. C'est un contexte de conflit régional à bien des endroits à travers le monde présentement. Mais c'est pas quelque chose qu'on parle nécessairement à l'ONU présentement, ou du moins Non si et on en puis parlerait, ça arriverait avec une résolution qui serait appliquée, plutôt immuable également, ce genre de résolution-là, en termes d'application sur l'échelle internationale. Non, et ce Euh, qui est fou, c'est que quand tu vois, et puis ça, rendu là, ça va en plus, ça va être une belle transition vers notre deuxième sujet, là, mais qui est absolument intéressant, en tout cas sur le Kosovo, c'est que tu as même au sein même de villes des rivalités entre quartiers. Donc c'est malheureux, mais je pense que ça devient très compliqué au moment où, si tu veux, où tu as ce côté, on va dire, ethnique, où c'est difficile de définir en fait une frontière stable, etc. Quand tu as parfois des villages, dans des espèces de villages qui sont à majorité, par exemple, musulmane au sein d'un village à majorité, par exemple, orthodoxe, etc., et ben ça crée, on va dire, ça crée que, ça fait le problème que, en fait, c'est difficile de définir une frontière, on va dire, stable, tu vois. Alors, mhm. tu verras d'ailleurs même la ville qui est vraiment le phénomène de ça, c'est la ville de Mitrovica, qui se trouve dans le nord du, comment dire, du Kosovo. Et ben, tu as le nord de la ville qui est serbe, qui s'appelle bah, Mitrovica Nord, là, j'ai pas le nom en local, là, pardon pour mon ignorance du kosovar ou du serbe. Je ne sais pas écrire en cyrillique, au passant. Et le sud est albanais, tu vois. Et donc, tu as un pont qui sépare les deux communautés. C'est absolument, ça ressemble il y a un petit côté Berlin, là, que je trouve absolument fascinant, là, mais bref, je vous invite évidemment à vous renseigner si vous voulez vous intéresser à l'histoire des Balkans puis de l'ex-Yougoslavie. Bon, ça risque d'être très compliqué, ça va prendre du temps là, mais c'est très intéressant. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à m'intéresser à ça avant de lancer le sujet. Donc, je pense qu'on peut passer au deuxième segment. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Absolument, ça transitionne bien vers le deuxième segment, là, le deuxième place au débat.
Parfait. Donc, on n'a pas terminé de clasher l'ONU et les instances internationales. À l'instant, on veut parler de la COP 28 là, qui arrive, si je ne me trompe pas, en novembre 2023, le plus vers la fin de l'année. Donc, la COP, qui est une instance annuelle, je pense que la COP 27 était à Sharm el-Sheikh en Égypte et avait été conclue là, par bon, un accord qui avait été signé. Est-ce qu'on a réellement vu des impacts? Certains vont dire qu'on est en mai 2023, on devrait peut-être attendre. Personnellement, je ne vois pas nécessairement d'impact très, très massif au niveau des résolutions qui ont été signées. La COP 28 amène sa part d'appréhension, si on peut dire, sur l'efficience que ce meeting-là va avoir, que ces rencontres-là vont avoir. Sachant que, bon, oui, c'est toujours la même logique, là, il va y avoir des représentants de plusieurs pays à travers le monde de l'ONU, les fins environnementales sont évidentes, mais c'est ouvert, comme toujours, à des lobbyistes. Je comparais avec la COP 27, là, je pense qu'il y avait plus de 600 lobbyistes d'énergie fossile qui étaient présents, là, qui ont décidé d'assister à la COP 27. La COP 28, on ne passe même pas par deux chemins. Elle aura lieu aux Émirats arabes unis et le président de la COP et je pense le ministre d'État là, des Émirats arabes unis, mais également le CEO d'une compagnie de pétrole qui est la Abu Dhabi National Oil Company, donc le sultan Al-Jaber. Euh, et ça montre quand même assez bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc le président est une personne qui a clairement des intérêts dans le monde du pétrole. Les Émirats arabes unis sont tout de même un joueur dans le monde pétrolier. Ils sont également forcément influençables par d'autres pays qui sont avoisinants et qui sont des énormes joueurs justement de l'OPEP+. Et donc, c'est difficile de voir réellement. Et encore une fois, c'est très axé sur qu'est-ce qui va se produire. Peut-être que ça va être significatif, que ça va changer le monde. Je ne veux pas non plus mettre en doute à ce point-là la COP 28 avant même à des mois de son occurrence. Mais on remarque présentement dans différents événements qui sont précurseurs à la COP 28 que le comité organisateur, le président, ne semble pas nécessairement montrer ou mettre une trame très claire sur qu'est-ce qui est visé dans la COP, c'est quoi les attentes. Et supposément, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les COP, les événements précurseurs amènent un peu une ligne directrice et ça amène un peu désolé de l'anglicisme, mais de hype au niveau de ce qui va être conclu. C'est sûr que quand les intentions sont claires et que les parties prenantes, les participants sont également, savent très bien dans quoi ils s'embarquent, je pense que ça peut aider. Présentement, ça semble pas être le cas. Et on parle même peut-être que la COP 28 serait axée sur tu sais, un peu et vous allez le voir probablement en France et en Europe, c'est quelque chose qu'on voit également présentement au Canada, là, mais la logique de, bon, essayons de réduire les gaz à effet de serre émis, par exemple, par les pétrolières, sachant que le pétrole ne va pas disparaître. C'est un peu ça le constat qui semble être prôné ou qui est mis de l'avant par Jabbar présentement, par le président de la COP 28. Donc, c'est très axé sur un peu la mentalité, on ne va pas remplacer le pétrole, faisons moins d'émissions sur les compagnies pétrolières parce que le pétrole ne disparaîtra pas. Je pense que c'est une conclusion, du moins à mon avis, qui fait très années 2000. Là. Je pense qu'on est rendu en 2023 à un moment où on devrait peut-être réaliser que les investissements dans autre chose que du pétrole, et encore une fois, ce n'est pas parfait, mais clairement qu'on a des méthodes de réduire notre consommation, notre utilisation du pétrole dans notre vie de tous les jours et dans les produits qu'on consomme à tous les jours, mais d'avoir justement une COP qui est faite dans un pays très proche d'explorateurs ou qui est explorateur de pétrole avec quelqu'un qui est lié à une compagnie pétrolière. Je pense que certains disaient, là, je lisais un article qui mentionnait que ben, Jaber, le président, est un peu le lightning rod, là, donc il est là juste pour prendre le coup, alors qu'en réalité, c'est sûr que c'est voué à avoir de la critique, une COP qui est faite dans un pays membre de l'OPEP ou du moins dans un pays qui est exportateur ou qui possède du pétrole. Clairement qu'il y a des conflits d'intérêts assez notoires, et ça, c'est sans même considérer qu'au-delà, comme je l'ai mentionné au tout début, au-delà des membres des différents gouvernements qui sont les représentants, le ministre de l'Environnement canadien, par exemple, qui va être présent et tout, et certains leaders d'État, ça reste qu'il y a des lobbyistes déjà qui vont être présents pour le pétrole. Donc, on se retrouve avec clairement un concept qui ne devrait pas amener, du moins à mon avis, à des résolutions signées qui vont être meilleures que celles de la COP 27. Et comme je dis, sans mettre d'ombrage sur la COP 27, les impacts, le contexte était plus favorable à la COP 27 qu'à la COP 28 et les résultats ne sont pas nécessairement présents à ce point-là en termes de grands changements ou d'atteinte des cibles qui ont été fixées. Donc, c'est un petit peu ça. C'est triste, mais c'est de voir la COP 28. On est à 6 mois comme étant possiblement déjà un échec sur papier qui ne peut pas vraiment être réparé d'aucune manière. Soyons surpris, j'en serais très heureux. Mais je pense, Gab, ton opinion, je pense là-dessus, on risque d'être relativement alignés. Ça m'étonnerait, encore une fois, je l'ai dit en début, en introduction du sujet, que
Autant ça m'a surpris que Gab veuille qu'on parle de sa propre volonté de la COP28, autant je savais très bien que notre neutralité allait probablement être un peu axée dans le même côté de l'axe. Je ne pense pas que Gab va arriver en mentionnant le fait qu'il est hopeful sur les bénéfices environnementaux et sur l'écologie liés à la COP28, si je ne me trompe pas, là. Non, bah, je trouve que c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose, en fait. Malheureusement, c'est le constat que moi j'ai fait, on va dire, avec après essayer de m'intéresser, en fait, et je dis bien essayer de m'intéresser à chaque année ce qui découle évidemment des débats de ces COP. Alors d'ailleurs, bah, au passant pour nos auditeurs, si je ne l'avais pas dit, je crois que je l'avais dit la dernière fois, là, mais COP, ça veut dire Conference of Parties, en fait. Donc le numéro, en fait, c'est le nom de la Xème édition, suivant la signature d'un accord majeur. Et en l'occurrence, pourquoi c'est COP 28? Parce que ça fait 28 ans que le protocole de Kyoto, en fait, a été signé. En fait, c'est la 28e conférence annuelle, sauf en temps de Covid, que se déroule, on va dire, ce truc-là. Donc c'est comme un follow-up sur ce qui a été fait, évidemment, sur le protocole de Kyoto. Et ben, le constat, il est assez négatif, en fait. C'est que malheureusement, tout le monde s'était engagé avec évidemment plein de bonnes intentions, plein de belles choses, a évidemment signé le protocole de Kyoto. Il y en a certains qui ont même quitté le protocole de Kyoto. Il y a d'autres qui ont rentré avec un follow-up. Le plus connu, évidemment, c'était la COP 21 à Paris, le fameux accord de Paris qui a été signé et ratifié par quasiment l'entièreté des pays du monde, je crois, à part le Soudan du Sud ou l'Iran. Là, c'est assez ridicule, là, mais bon, bah, tout le monde l'a signé, mais au final, eh ben, les résultats, en fait, aujourd'hui, bah, il est que tout le monde s'en fout, en fait, un peu, hein. Il y a effectivement des objectifs globaux, en fait, qui sont, dire, nous, ensemble d'États, on doit maximiser, en fait, d'ici 2035 ou 2050, je ne me souviens plus exactement, à 2 degrés, le réchauffement climatique. Et ben, selon les projections de la plupart on va dire, des experts d'industrie, évidemment, cette proposition est intenable. Donc, je pense que c'est beaucoup de blabla, beaucoup de communication pour au final des micro-changements à chaque année. Et au final, est-ce que ça vaut le coup que ça coûte évidemment toutes ces conférences-là? D'ailleurs, est-ce que ça ne pourrait pas d'ailleurs être organisé tout en distanciel? C'est une question que je me pose. Est-ce que ça pourrait ne pas être organisé en faisant venir tout le monde? D'ailleurs, c'est assez ironique, mais tout le monde vient avec des avions. J'ai le souvenir, tu vois, l'année passée, Montréal avait accueilli la fameuse COP 15, là, donc ça, c'était le traité sur la biodiversité, là, donc qui a été organisé à Montréal. J'ai jamais vu autant, si tu veux, en centre-ville, c'était bloqué, un bordel, évidemment, pardon, excusez-moi de la vulgarité, un bouxon pas possible dans tout le centre-ville, des taxis qui allaient de droite à gauche, des avions, il n'y a jamais eu autant d'avions à Montréal. Pour au final, bah, qu'est-ce qu'on en retient? Pas grand-chose, quoi. Oui, on a signé effectivement un engagement, mais cet engagement n'est pas binding, c'est-à-dire si tu le tiens Ouais, mais pas, en bah... fait, au moins, ils équivalent leurs droits carbone, hein. Ils payent pour les droits carbone. Non, mais c'est ça, il voit des droits carbone, tout ce Attends, système j'ai est pris, j'ai assez... pris mon jet privé pour aller aux Émirats Arabes Unis, mais écoute, j'ai mis le 200 balles que ça C'est coûtait pour avoir ça, mes droits carbone. j'ai vu, d'ailleurs c'est drôle. Neutralité. C'est drôle, tu disais, d'ailleurs tu parlais de la conférence de l'année passée, mais la plus grosse blague, c'est celle de l'année passée qui était, rappelons-le, à Sharm el-Sheikh, on va le dire de la bonne façon, ça va faire rire quelqu'un qui va s'écouter, là, il va se reconnaître. Donc en Égypte. Et tu sais qui était le sponsor principal de la COP 27? Coca-Cola? Bah oui, bah oui, évidemment, le premier pollueur évidemment de plastique dans le monde, avec évidemment des millions de tonnes. Ça, c'est un désastre, hein. Je veux dire, les bouteilles à usage unique, c'est vrai que c'est un désastre, quoi. Et ben, ils s'amusent effectivement à aller sponsoriser la COP 27. Donc, je trouve ça particulièrement ironique. Je vous invite pour le coup à regarder de vrais documentaires qui montre effectivement les dégâts, je veux dire le désastre évidemment des bouteilles en plastique dans la mer, parce que ça fout des particules partout. Souvent, c'est pas recyclé, aussi recyclé, surtout dans les pays du tiers-monde où les bouteilles sont traînes, on les jette comme ça, comme c'était à la poubelle en fait, au milieu de. Et au final, on consomme du plastique, évidemment de l'essence de manière incroyable pour juste un usage. Donc, c'est un désastre, hein, je veux dire, c'est un vrai désastre. Donc, je trouve ça assez ironique, si tu veux, qu'aujourd'hui, bah, en fait, ce genre d'événement soit sponsorisé, si tu veux, par les plus gros pollueurs de la planète. Donc, je pense que la solution alternative, ce serait pour le coup, effectivement, là, tu vois, je donne mon opinion
Tu vois, c'est une opinion d'ailleurs qui est assez balancée parce que souvent dans le camp, souvent qu'on m'accuse de défendre, eh ben on a tendance à dire ah bah oui, c'est le côté les jets, etc. C'est pas grave, machin. Non, ça c'est un vrai problème sur le carbone. Une source énorme de carbone. Et ben je trouve que là, tu vois, ça serait très bien de faire ça en zoom. Déjà, t'économiserais là-dessus. Et je pense que ça n'aurait pas de changement majeur, tu vois, en termes de décision politique. Bah, au final, tu prendrais les mêmes décisions, mais au moins ça coûterait 3 fois moins cher. Donc, je pense que ce serait déjà le premier point. Puis peut-être que JP, tu vas ajouter des trucs peut-être un peu plus soft par rapport à moi. Et je pense, non, on pourrait très bien effectivement faire beaucoup de choses déjà à distance. Puis deuxième point, c'est que je pense qu'effectivement, si on fait un vrai engagement, c'est un vrai engagement. Là, on déconne pas. Là. On n'est pas là à dire des mots dans le vide, à dire on va faire tel truc, puis au final, on va rien faire, tu vois. Donc soit on fait des choses, soit on ne fait pas, quoi. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a rien. Il y a rien de parfait, là, en fait, dès qu'on implique. Je pense que ton point est bon, là, le fait que ce soit un peu un espèce de petit party dans une ville différente à chaque année. Tu sais, c'est un peu des vacances pour la bureaucratie, là. Donc, ça, je suis d'accord que je pense que de le faire à distance, c'est déjà quelque chose qui, en fait, devrait. Depuis la pandémie, c'est insensé qu'on soit encore en train de fixer des vols pour des diplomates canadiens et des ministres canadiens et le premier ministre vers cette fois-ci les Émirats arabes unis en novembre. C'est un peu fou, mais bon, espérons que quelqu'un va arriver à cette conclusion-là à un certain point. Maintenant, les résolutions signées, euh, il faut y croire, mais c'est souvent. Tu sais, moi, je le vois un peu comme la COP va se terminer avec une résolution signée. C'est presque une obligation d'une certaine manière, parce que si c'est pas le cas, ben, c'est sûr que ça affecte la vision publique de la légitimité de la COP. Par contre, est-ce que l'ONU et les instances internationales sont réellement en mesure de faire un suivi d'une année à l'autre? Les résolutions sont souvent pas un truc qui est fait sur 365 jours, là. Donc, on parle de réduire les émissions, par exemple, pour un truc de même ou n'importe quelle conclusion qu'ils peuvent avoir. Est-ce que les suivis sont réellement faits une fois que les différentes parties prenantes quittent la conférence? Moi, je ne pense pas, et c'est là où c'est très facile de bypasser tout ça. Et encore une fois, je parlais dans le premier sujet qu'en tant que Canadien, on avait une position un peu simple. Puis en tant que Canadien, au niveau de la COP, c'est un peu du gros n'importe quoi, là. Tu sais, on paraît très bien, on continue à essayer de montrer qu'on est écologiste, mais en réalité, on continue à faire des sables bitumineux puis à polluer sans bon sens. On n'a aucune perspective d'atteindre les cibles en termes d'émissions de CO2 pour le Canada en entier. Le Québec est un peu à part. On a quand même la chance d'avoir, mais du moins, d'avoir très peu d'énergie non renouvelable et d'avoir l'hydroélectricité, là, ce qui nous aide un petit peu sur cet axe-là. Euh, mais ça reste quand même un problème quand même assez considérable que des pays comme le Canada peuvent justement être considérés comme étant un phare dans les COP et en réalité, même tout ce qui est signé, on ne l'applique jamais, même si on a un gouvernement qui est supposé être tu sais, un défenseur de l'environnement, mais qu'en réalité, les subventions gouvernementales qui sont données, par exemple, présentement pour des usines de batteries et d'énergie renouvelable ou peu importe ce qu'on pourrait faire présentement, ben, ça découle un peu des surplus que le gouvernement a fait avec les taxes sur les compagnies pétrolières dans l'Ouest, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est un peu une roue qui tourne et ça n'arrêtera pas, à mon avis. Euh, Ce qui est un peu malheureux, c'est que, puis encore une fois, là, je tombe un peu plus deep, puis je ne crois pas que c'est nécessairement les intentions, là, mais on réalise pourquoi est-ce que c'est si compliqué, la logique de l'environnement d'une génération à l'autre. On vieillit progressivement à gamme, mais moi, je vois personnellement pas non plus une résolution qu'à un moment donné, on va avoir une COP qui va amener à ce que, ben, soudainement, je vais commencer à toujours aller au bureau à pied, tu sais, ou que je vais prendre le vélo, ou tu sais, que tout le monde va faire sa part pour tu sais, réduire son empreinte écologique, parce que c'est bien beau les compagnies et le côté corporatif est un des principaux pollueurs. Tu l'as dit, Coca-Cola est un bon exemple, mais ça vient aussi de tout un chacun, là. Donc, c'est là où on réalise effectivement toute la complexité d'avoir un virage réel qui va contribuer à ce que l'environnement, au final, ne fasse pas en sorte que la Terre ne soit plus habitable avant même qu'on la quitte, là. Mais c'est un peu ça qui est malheureux. Les COP, c'est bien qu'il y en a un par année. Est-ce que les résolutions vont réellement amener un changement? J'ai de la misère à y croire personnellement et c'est un peu ça toute la logique de qu'est-ce qui peut être fait pour changer les choses. Ben, pas grand-chose. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu proposes ta candidature pour 2025, là, c'est ça. En fait, c'est que je me dis, en fait, à la base, il faudrait que je devienne CEO d'une compagnie pétrolière si je veux devenir président de la COP 29, là, Ouais, bah oui, bah oui, mais oui. ça, j'ai déjà pas le curriculum là, pour ne pas avoir eu les mains qui ont tramé dans des énergies non renouvelables, là. Je peux pas être le point de mire d'une COP, malheureusement.
Déjà là, c'est un problème. Là. Après, l'inventaire, parce que pendant que tu parlais, je regardais aussi, tout en t'écoutant, je regardais la liste des destinations, parce que c'est véritablement, c'est un tour du monde. Hein. Chaque année, c'est un endroit différent. T'as quand même eu un choix sympa, hein, quand même. 2010 Cancun, d'Urban, bon, pas de jugement hein, d'ailleurs en passant là, vous n'allez pas me dire ah là là, t'as mal parlé de ma ville, etc. J'en ai rien à foutre, pardon. Durban 2011, Doha 2012, Varsovie 2013, il est un peu plus vieux probablement, Lima 2014, Paris 2015, bon Paris reste toujours Paris, Marrakech 2016, sympa. Bonn 2017, bah oui, histoire d'aller faire un peu de ski évidemment après la coop, enfin la COP, pardon. Katowice, Pologne 2018, Madrid Tu vois, je 2019. pense que tu me dis d'avoir une solution. Est-ce que la COP devrait être appelée la COA parce que c'est la coopération que ça prend? Je pense que ça conclut le sujet. Ouais, Je pense que ça là, conclut ça. vous ne voyez pas, mais JP est en train de jeter son micro. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Mais encore une fois, notre opinion est un Mais petit peu pessimiste, mais espérons qu'il y ait réellement à un moment donné un sur ce, changement ou peu importe la sur, solution, mais sur mon ce, on Dieu vous que. souhaite une bonne nuit. Non, mais Ça. c'est triste, mais les cops sont, c'est ça. Ces C'est cops sont pas. des cops, quoi. Ça Exactement. sert à... Espérons encore une fois qu'on appréhende et qu'au final, ce soit vraiment quelque chose de significatif et que la COP 28 aux Émirats arabes unis va devenir un point tournant, comme les accords de Kyoto, etc., là, ou Paris à l'époque. Là, mais bon, On vous annonce d'ailleurs, donc JP candidat en 2025. Moi, je pense que je vais être chroniqueur radio à Québec aussi, au niveau de. Au Oui, niveau oui, non, ça, je pense effectivement, c'est notre opinion là-dessus. En fait, je tiens à dire encore une fois, moi, je ne fais que donner mon opinion. Gab a proposé les sujets. Donc, Gab a un peu mis la table pour qu'on fasse un épisode quand même relativement polémique où on est un petit peu dans un côté du balancier. Mais bon, je pense que vous comprenez notre Mais- opinion. C'est toujours la même chose. On a une opinion, mais on souhaite le mieux. Espérons le mieux. Et c'est un peu Et ça on que rend je peux l'antenne. conclure. C'est Absolument. là. Donc merci tout le monde pour votre écoute. Merci à nouveau, même si je viens de te clasher, Gab, pour les deux sujets que tu as Le plaisir. proposés. Comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme phare pour les commentaires publics, les avis, les opinions, etc. Donc, vous avez n'importe quelle chose que vous voulez nous partager, vous pouvez la mettre dans la zone commentaires. Ceux qui veulent faire de même, le même genre de commentaires, mais sur une base plus privée, il y a toujours l'adresse courriel. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs délais. Tant qu'à y être, si vous avez apprécié les sujets ou le contenu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre également la cloche pour avoir les notifications. Ça aide également beaucoup au référencement. Là. Ça, c'est les fameux algorithmes de YouTube. Donc, toujours intéressant de voir l'impact de l'auditoire sur un épisode donné et que YouTube semble, après ça, le pousser à l'ensemble de la francophonie, on dirait. Donc, ça, c'est toujours intéressant à voir. Sinon, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. N'hésitez pas également à mettre toute forme de like, d'abonnement, de peu importe ce que vous pouvez faire pour montrer votre appréciation si c'est le cas au niveau du podcast. Ça aide également toujours au référencement numérique. Et je le mentionne, malgré le fait que c'est un place au débat. Je pense que c'est même, moi, à mon avis, c'est quand on fait deux places au débat que c'est le plus intéressant d'en discuter, d'en partager avec votre famille, vos amis, vos proches. Donc, n'hésitez pas à partager le contenu si ça vous a plu, le bouche à oreille, comme je l'ai toujours dit, la base et la fondation de ce podcast-là. Donc, ça nous fait toujours plaisir de voir le référencement que vous faites pour augmenter notre communauté. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Merci, Gab. Salut tout le monde. Bye bye.